La mécanique du diable par Philippe Pullman. Traduction de l'anglais par Agnès Pigagnol. Lecture par Johan Fournier-Moreau. Partie 3. Sir Cœur d'Airain s'arrêta net. Son épée était à quelques centimètres de la gorge de Gretel. La voix du petit prince résonnait doucement à travers l'auberge, et Gretel resta là, stupéfaite, à la fois terrifiée par le chevalier et étonnée par l'apparition de l'enfant. « D'où viens-tu » dit-elle. « Serais-tu, par hasard, le petit prince dont parlait Fritz dans son histoire ? Comme tu as l'air d'avoir froid. Et qui est cet individu avec son épée si pointue ? Il faut faire quelque chose. Mais quoi ? » Il n'y avait personne pour l'aider. Elle était seule avec ces deux êtres, le méchant d'un côté et le gentil de l'autre. Gretel toucha délicatement la joue du prince et la trouva froide. Mais son geste réveilla un instant le mécanisme, et l'enfant tourna les yeux vers elle en souriant. « Oh, pauvre petit !» s'écria-t-elle. Les lèvres du prince s'entr'ouvrirent et il chanta une ou deux notes. « Je sais ce que c'est, » dit Gretel. « Tu n'es pas bien. Je n'aime pas du tout ce petit chevalier, et je ne veux pas te laisser ici avec lui. Mais je connais le responsable de tout ça. C'est Fritz. C'est lui qui a inventé cette histoire. Si seulement on pouvait savoir comment elle se termine. » Elle jeta un regard vers le poêle, où Fritz avait jeté les feuilles de son manuscrit. Elle croyait qu'il n'en restait rien, mais aperçut dans l'ombre un bout de papier tout froissé qui avait échappé aux flammes. C'était la page qu'il était en train de lire au moment où était entré l'étranger. Il est très grand et maigre, avec une mâchoire et un nez proéminent. Ses yeux luisaient comme des charbons au fond de deux trous obscurs. Il avait de longs cheveux gris et portait un manteau noir à ample capuchon, à la façon des moines. Sa voix rauque et discordante, son regard inquisiteur, tous ces éléments lui donnaient un air féroce. Tel était l'homme qui... C'était tout. L'histoire s'arrêtait là. « C'est juste à ce moment-là qu'il est entré !» se dit Gretel. Mais il y avait encore quelques mots griffonnés en dessous, et en regardant bien, elle parvint à les déchiffrer. « Oh, c'est impossible ! Quelle fin pourrais-je trouver pour cette histoire ? Il faudra que j'improvise le moment venu. J'espère que j'y arriverai. Si je m'en sors bien, je donne mon âme au diable. » Gretel était horrifiée. Comment pouvait-on écrire des choses pareilles ? « Eh bien, puisque c'est lui qui a inventé cette histoire, je vais l'obliger à la finir. Assieds-toi au chaud, prince Florian, si c'est bien ainsi que tu t'appelles. Je vais aller chercher Fritz. Lui seul peut arranger les choses. » Là-dessus, elle enfila son manteau et se rendit chez le conteur. Pendant ce temps, Karl avait préparé l'emplacement prévu pour son chef-d'œuvre dans la grande horloge. Dans un état de grande excitation, il dévala l'escalier du clocher et traversa la place en courant jusqu'à l'auberge. Le vieux Puzzi était toujours dehors, occupé à faire sa toilette sur le rebord de la fenêtre et attentif à tout ce qui se passait. Le froid était vif et le chat songeait à aller dormir près du poêle. Mais Karl ne le remarqua pas. Il avait autre chose en tête. Le jeune homme entra dans l'auberge et referma la porte sans bruit. Il s'arrêta soudain, saisi d'inquiétude. Que faisait Sire Dorin avec son épée en l'air et la toile par terre à l'autre bout de la salle ? Quelqu'un était-il venu ? Qui avait pu déranger le chevalier ? Il n'y avait pas de mort, heureusement. Mais pourquoi la statue avait-elle changé de place ? Karl regarda autour de lui et vit alors le petit prince sagement assis sur sa chaise, en train de le regarder. D'étranges pressentiments le firent frissonner des pieds à la tête. Il ouvrit la bouche pour parler, mais réalisa aussitôt que l'enfant n'était pas vivant. C'était un automate, comme Sir Cœur d'Airain, et bien plus beau celui-là. Il l'examina de près, admirant tour à tour les cheveux en fil d'or, d'une merveilleuse finesse, les joues duvetées comme des ailes de papillon, les yeux d'un bleu lumineux, qu'on aurait dit presque vivant à la façon dont il le regardait. Ce ne pouvait être que l'œuvre du docteur Calmenius. Il avait dû l'apporter pour Karl. Intrigué, le jeune homme s'approcha et souleva la main de l'enfant. Que pouvait donc faire cet étonnant personnage ? Dans un sursaut d'énergie, le prince Florian lui serra la main et chanta pour lui quelques notes de musique. Cet automate était décidément bien extraordinaire. Karl eut alors une idée de génie. Pourquoi ne pas mettre ce personnage-là dans l'horloge à la place de Sir Cœur d'Airain ? Un beau petit garçon qui chantait une jolie mélodie aurait beaucoup plus de succès auprès du public qu'un chevalier sans visage armé d'une épée menaçante. Et il pourrait ainsi garder Sir Cœur d'Airain pour lui. Son esprit s'emballait, il se voyait déjà parcourir le monde, multipliant les spectacles et devenant célèbre. Rien que d'imaginer tout ce qu'il pourrait faire avec le chevalier lui donnait le tournis. L'or qu'il pourrait voler, les trésors interdits qu'il pourrait s'approprier avec l'aide de ce complice muet, sur qui il pourrait toujours compter pour tuer, sans risque d'être trahi. Il lui suffirait d'amener sa victime à dire le mot diable et de laisser Sir Cœur d'Airain jouer son rôle. Lui-même pourrait être d'ailleurs occupé à jouer aux cartes avec des dizaines de témoins, ou même à l'église entouré de fidèles.
Personne ne se douterait jamais de rien. L'excitation de Karl était telle qu'il en perdait tout sens moral. L'église, son père et sa mère, son frère et sa sœur, Herr Ringelmann, toutes les bonnes influences qu'il avait connues jusqu'à ce jour furent balayées en un instant. Tout ce qu'il voyait, c'était la richesse et le pouvoir que lui apporterait Sir Cœur d'Airain. Avant qu'il n'ait pu changer d'avis, il jeta la toile sur le chevalier, prit le prince Florian sous le bras et repartit vers le clocher. De son côté, Gretel poursuivait péniblement son chemin dans la neige pour aller retrouver Fritz. Du bout de la rue, elle aperçut la maison. Il n'y avait pas de lumière aux fenêtres, sauf à celle du grenier où Fritz passait souvent la nuit à travailler. Elle frappa une dizaine de fois avant que la propriétaire ne vînt ouvrir la porte. « Qui est-ce ? Que voulez-vous à une heure pareille ?»« Ah, c'est toi, mon enfant. Qu'est-ce donc qui t'amène ?»« Il faut que je parle à monsieur Fritz, c'est très important !» La vieille dame la laissa entrer en bougonnant. « Oui, j'ai entendu parler de toute cette affaire à l'auberge. On n'a pas idée d'inventer des histoires aussi horribles et de faire peur aux gens comme ça. Je serai contente quand il sera parti. J'étais d'ailleurs sur le point de lui donner son congé. Allez, va, mon petit. Il est tout droit en haut de l'escalier. Je ne peux pas te donner de bougie, celle-ci est la seule que j'ai et j'en ai besoin. Tu as de bons yeux, débrouille-toi. » Gretel monta les 4 étages, et à mesure qu'elle montait, l'escalier devenait de plus en plus sombre et de plus en plus étroit. Elle parvint enfin à un minuscule palier où brillait un ray de lumière sous une porte. Elle frappa. Une voix inquiète lui répondit. « Qui est-ce ? Que voulez-vous ?»« C'est Gretel, monsieur Fritz, de l'auberge. Il faut que je vous parle. »« Eh bien, entre, du moment que tu es seul. » Gretel ouvrit la porte. Elle trouva Fritz debout près d'une lampe fumante, en train de jeter des tas de papiers dans un sac en cuir rempli de vêtements, de livres et d'objets variés. Un verre d'eau-de-vie était posé sur la table à côté de lui. À voir son regard trouble, ses joues rouges et ses cheveux en bataille, il avait déjà bu une bonne quantité d'alcool. « Qu'est-ce qu'il y a ?» dit-il. « Que veux-tu ?»« Cette histoire que tu nous as racontée, » commença Gretel. « Arrête !» interrompit Fritz, en se bouchant les oreilles. « Ne m'en parle pas. Je voudrais ne l'avoir jamais commencé, n'avoir jamais raconté d'histoire de ma vie. »« Mais tu dois m'écouter, dit-elle. Quelque chose de terrible va arriver. Et je ne sais pas ce que c'est parce que tu n'as pas fini d'écrire l'histoire. »« Comment sais-tu que je n'ai pas fini ?» Elle lui montra la feuille de papier qu'elle avait trouvée. Il se cacha le visage dans les mains en gémissant. « Ça ne sert à rien de gémir. Il faut terminer cette histoire. Que se passe-t-il après ?»« Je ne sais pas !» s'écria-t-il. « La première partie, je l'ai vue en rêve. Et c'était si étrange, si horrible que je n'ai pas pu résister. Je l'ai écrite comme si elle était de moi. Mais je n'ai pas réussi à trouver une suite. Et qu'avais-tu l'intention de faire une fois que tu aurais fini cette partie ? Improviser, bien sûr. Je l'ai déjà fait, je le fais souvent. J'aime le risque, tu comprends. Je commence une histoire sans savoir ce qui va se passer à la fin et après j'invente. Parfois c'est mieux que d'écrire tout d'avance. J'étais sûr de pouvoir faire la même chose cette fois-ci. Et quand la porte s'est ouverte et que le vieil homme est entré, j'ai perdu les pédales. Ah, si seulement je n'avais jamais commencé. Désormais je ne raconterai plus d'histoire. Mais tu dois quand même raconter la fin de celle-ci, sinon il y aura un malheur. Il le faut absolument. Je ne peux pas. Il le faut. Mais j'en suis incapable. Qu'importe, tu dois le faire. Impossible. Je ne contrôle plus les événements. Maintenant que tout est enclenché, l'histoire doit se dérouler jusqu'au bout. Je ne peux rien y changer. D'ailleurs, je m'en vais. Tu ne peux pas partir comme ça. Où vas-tu ? N'importe où. Berlin, Vienne, Prague, le plus loin possible. Il se versa un autre verre d'eau-de-vie et l'avala d'un trait. Gretel sortit en soupirant. Tandis qu'elle descendait à tâtons le sombre escalier de la maison de Fritz, Karl retournait à l'auberge. Il avait emmené le petit Florian au haut du clocher, et ignorant les protestations du malheureux prince qui implorait sa pitié en chantant, il l'avait fixé au socle de l'horloge. L'apprenti n'avait plus de soucis à se faire. Son chef-d'œuvre était prêt, et dès le lendemain matin, tout le monde pourrait l'admirer. Félicité par tous, et muni du certificat de Herr Ringelmann, il allait enfin voir son nom s'ajouter à la liste des maîtres horlogers. Il pourrait quitter la ville et parcourir le monde avec Sir Cœur d'Airain, et alors, à lui le pouvoir et la fortune. Mais lorsqu'il ouvrit la porte de l'auberge pour prendre le petit chevalier et le cacher chez lui, il eut un sombre pressentiment. Pris de frissons, il s'arrêta sur le seuil sans oser aller plus loin. Puzzi, voyant la porte ouverte, sauta du rebord de la fenêtre, mais Karl n'y prêta pas plus d'attention que la première fois. Il avait tort. Les chats sont des êtres vivants comme nous, et même si on n'est pas superstitieux, on leur doit quelques égards. L'apprenti aurait pu, par politesse, accorder une petite caresse au vieux matou, mais il n'était pas d'humeur à être poli. Quand le chat passa d'un air digne à côté de lui, il ne le vit même pas. Finalement, Karl prit son courage à 2 mains et pénétra dans l'auberge. Le silence était impressionnant. La sinistre statue était toujours là. La pointe de son épée avait transpercé la toile et brillait d'un éclat menaçant. Un craquement soudain, dans le poêle, fit sursauter le jeune homme. Apercevant une lueur rouge sur le plancher, il pensa aux flammes de l'enfer.
La sueur lui monta au visage. Il s'épongeait le front quand la grande pendule dans l'angle de la pièce se mit à sonner. Il fit un bond, comme un criminel surpris en flagrant délit. Le cœur battant à tout rompre, il dut s'appuyer contre la table. « Ah, c'en est trop! J'en peux plus! Je n'ai pourtant rien fait de mal! Pourquoi suis-je donc si nerveux? Pourquoi aurais-je peur ?» Lorsqu'il entendit cette voix, le vieux Puzzi crut avoir trouvé quelqu'un qui pourrait lui donner un peu de lait. Voulant se montrer aimable, il sauta sur la table et se frotta contre le bras du jeune homme. Le chat noir surgit de nulle part, c'était plus que Karl n'en pouvait supporter. Il s'écarta d'un bond avec un cri d'horreur. « Que diable !» Aussitôt, il plaqua la main sur sa bouche pour faire rentrer le mot fatal à l'intérieur. Trop tard. Dans le coin de la salle, le chevalier avait commencé à bouger. La toile tomba par terre, et Sir Cœur d'Airain leva son épée. Il tourna la tête d'un côté, puis de l'autre, pour repérer l'endroit où était réfugiée la victime. « Non, non, arrête, attends, la mélodie, laisse-moi siffler la mélodie. » Mais Karl avait les lèvres complètement sèches. Il tenta vainement de les humecter avec la langue. Impossible d'en sortir un son. Le petit personnage métallique et sa redoutable épée s'approchaient de plus en plus, et l'apprenti recula en chancelant. Il avait beau essayer de fredonner, de chanter, de siffler, il ne faisait que pleurer, bégayer, sangloter, tandis que le chevalier continuait à avancer. Lorsque Gretel revint à l'auberge, elle entendit miauler Puzzi. « Comment es-tu entré, gros bêta ?» dit-elle en ouvrant la porte. Sans même se laisser caresser, le chat en profita pour filer vers la place. La fillette referma la porte et chercha le petit prince, mais il avait disparu. C'est alors qu'elle découvrit la scène. Là, au milieu de la pièce, se tenait Sir Cœur d'Airain, immobile sous son casque luisant, son épée pointée vers le sol et plantée dans la gorge de l'apprenti. Gretel faillit s'évanouir d'horreur, mais c'était une fille courageuse, et elle avait vu ce que Karl tenait à la main, la grosse clé en fer du clocher. Toute bouleversée qu'elle était, elle n'eut aucune peine à deviner ce qui était arrivé au petit prince. Elle saisit la clé, sortit de l'auberge précipitamment et courut jusqu'au clocher. Elle ouvrit la porte d'un tour de clé et se mit à grimper. C'était le deuxième escalier qu'elle escaladait de la soirée, mais celui-là était bien plus haut et bien plus raide que celui de Fritz. Plus sombre aussi, et envahi de chauves-souris. Un vent lugubre s'engouffrait dans les cloches en mugissant et agitait leurs cordes. Malgré cela, elle monta d'abord jusqu'à l'étage où était située la partie basse de l'horloge, c'est-à-dire la partie la plus ancienne et la plus simple du mécanisme. Elle avança à tâtons au milieu d'énormes rouages et de grosses cordes, reconnut au passage Saint Wolfgang et le diable, mais elle ne trouva pas le prince. Poursuivant son chemin, elle frôla l'archange Michel revêtu de son armure. Sir Cœur d'Airain lui revint alors en mémoire et elle retira aussitôt sa main. Puis elle rencontra un personnage, habillé d'une longue robe. Avec ses doigts, elle remonta jusqu'au visage pour en explorer les contours et recula en frissonnant. C'était une tête de mort. Elle reprit son ascension au milieu d'un concert de tic-tac, de clic-clac, de grincements, de ronronnements et de grondements. Elle enjamba une succession de traverses, de leviers, de chaînes et de rouages, et plus elle avançait, plus elle avait l'impression de faire, elle aussi, partie de l'horloge. Et pendant tout ce temps, elle restait aux aguets, scrutant l'obscurité, tâtonnant et écoutant de toutes ses oreilles. Arrivée en haut du clocher, elle se hissa par une trappe jusqu'à l'étage supérieur et, sous les rayons argentés de la lune, découvrit un mécanisme d'une incroyable complexité. Au même moment, elle entendit une petite chanson. C'était le prince qui l'appelait. Ébloui par la lune, Gretel cligna des yeux et se frotta les paupières. Le prince Florian était là, en effet, passant les derniers instants de sa vie d'automate à chanter comme un rossignol. « Ah, pauvre petit, Karl a tellement serré les boulons que je n'arrive pas à les défaire. Il voulait donc te laisser ici et s'enfuir. Quelle cruauté! Qu'est-ce qui ne va pas, prince Florian? Je suis sûr que tu me le dirais si tu pouvais. Tu es sûrement malade. Tu as besoin de chaleur, tu es tout froid. Pas étonnant après tout ce qu'on t'a fait. Tant pis, si je ne peux pas te faire descendre, je resterai ici avec toi. On va s'envelopper tous les deux dans mon manteau, tu vas voir. De toute façon, crois-moi, ici on est plus tranquille. Si tu savais ce qui s'est passé, tu ne me croirais pas. Mais je ne te le dirai pas maintenant. Cela t'empêcherait de dormir. Je t'en raconterai tout demain matin, promis. Tu n'as pas besoin de parler si tu n'en as pas envie. Réponds-moi juste par un signe de tête. » Le prince Florian fit oui de la tête. Gretel l'enveloppa avec lui dans son manteau et s'endormit en le serrant dans ses bras, avec une dernière pensée pour son protégé. « Il se réchauffe, j'en suis sûr, je le sens. » Le lendemain matin, tous les habitants de la ville, y compris les visiteurs, s'empressèrent de s'habiller et d'avaler leur petit déjeuner. Ils avaient hâte de voir le nouveau personnage de la fameuse horloge. Les toits couverts de neige scintillaient sous le ciel bleu, et de bonnes odeurs de café et de petits pains frais envahissaient les rues. Un peu avant 10 heures, une étrange rumeur se répandit à travers la ville. L'apprenti horloger avait été trouvé mort, et qui plus est, assassiné. La police fit venir Herr Ingelmann pour reconnaître le corps.
Le vieil horloger eut un choc en voyant son apprenti étendu sans vie sur le sol. Il était consterné. Pauvre garçon, le jour où on allait fêter son succès, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Quel désastre! Qui a pu faire une chose aussi terrible? Reconnaissez-vous cet automate, Herr Ringelmann dit le sergent. Ce chevalier? Non, c'est la première fois que je le vois. C'est le sang de Karl sur son épée? Hélas, oui. Pensez-vous qu'il aurait pu le fabriquer lui-même, ce personnage? Non, certainement pas. Celui qui l'a fait est dans l'horloge. C'est la tradition, sergent. Il devait installer son nouveau personnage dans l'horloge le dernier soir de son apprentissage, comme je l'ai fait moi-même autrefois. Karl était un brave garçon. Trop calme peut-être et un peu morose, mais un bon apprenti. Je suis sûr qu'il a fait ce qu'il devait faire, et nous verrons son personnage quand il sortira dans une minute ou deux. Pauvre garçon. Ce sera son monument funéraire. Quel triste événement pour un jour de fête. Tout allait de travers ce matin-là. L'aubergiste se rongeait d'inquiétude car Gretel avait disparu. Que lui était-il arrivé? La ville entière était en émoi. Une foule de curieux s'était rassemblée devant l'auberge pour voir les policiers emporter le corps de Karl sur une civière recouvert d'une toile. Mais ils ne regardèrent pas longtemps dans cette direction. Il était presque 10 heures, en effet, et le nouveau personnage de l'horloge allait faire son apparition. Tous les yeux se levèrent. La curiosité était encore plus grande que d'habitude, à cause des étranges circonstances de la mort de Karl. La place était pleine de monde au point qu'on ne voyait plus les pavés. Les gens, coude à coude, avaient tous le visage tourné vers l'horloge comme une fleur vers le soleil. 10 heures commencèrent à sonner. Le vieux mécanisme s'était mis en branle avec tous les bruits habituels. Les personnages familiers apparurent les premiers, les uns faisant une courbette, les autres gesticulant ou simplement pivotant sur la pointe des pieds. On vit ainsi Saint Wolfgang jetant le diable par-dessus son épaule, et l'archange Michel dans son armure rutilante, puis vint le personnage que Herr Ringelmann avait fabriqué pour la fin de son apprentissage bien des années plus tôt, un petit garçon qui fit un pied donné à la mort avant de disparaître. C'est alors qu'apparut le nouveau personnage tant attendu. Mais il n'y en avait pas qu'un, il y en avait deux. Deux enfants endormis, un garçon et une fille, si vivants et si beaux qu'ils n'avaient pas du tout l'air mécanique. Un cri de surprise s'éleva de la foule quand les deux petits êtres se mirent à bâiller, à s'étirer et à regarder en bas en s'accrochant l'un à l'autre par crainte de tomber. En même temps, ils riaient et papotaient gaiement dans le soleil du matin, pointant leurs doigts vers les bâtiments autour de la place. « C'est un véritable chef-d'œuvre !» cria quelqu'un, tandis qu'une autre voix disait « On n'a jamais rien vu de pareil !» Ce fut un concert de louanges. Une œuvre de génie, incomparable. Ils sont si vivants. Regardez-les nous faire signe. Mais, la main en visière au-dessus des yeux, Herr Ringelmann observait les deux personnages avec une attention toute particulière. Il semblait se douter de quelque chose. Soudain, l'aubergiste poussa un cri de joie. « C'est ma Gretel! Elle est vivante! Gretel, ne bouge pas, nous allons monter pour vous ramener. Tu entends? Ne bouge pas, nous serons là dans un instant. » Peu après, les deux enfants étaient en bas, sains et saufs. Il s'agissait bien de deux enfants. Le prince n'était plus un automate. Il était redevenu un enfant comme les autres, et pour toujours. On se souvient de la phrase que le docteur Calménus s'apprêtait à dire au prince Otto. Ce cœur devra être donné pour de bon. Mais le prince n'avait pas écouté. Personne ne pouvait deviner d'où venait le petit garçon, et Florian lui-même ne pouvait pas s'en souvenir. Bientôt tout le monde accepta l'idée qu'il était perdu et qu'il était temps de s'occuper de lui. Quant au chevalier à l'épée sanglante, Herr Ringelmann l'emporta chez lui pour l'examiner de près. Lorsqu'on l'interrogea plus tard à son sujet, il ne put que secouer la tête. « Je me demande comment quelqu'un a pu imaginer que cet automate allait marcher, dit-il. Je n'ai jamais vu un assemblage de pièces aussi disparate et aussi mal monté. Des ressorts cassés, des roues avec des dents qui manquent, des engrenages rouillés, de la vraie camelote. J'espère que ce n'est pas Karl qui a fait ça. Enfin, mes amis, pour moi, c'est un pur mystère, et je doute qu'on n'en trouve jamais la clé. » Et en effet, le mystère ne fut jamais éclairci. Une seule personne aurait pu raconter ce qui s'était passé, c'était Fritz. Mais il avait eu tellement peur qu'il avait quitté la ville avant le lever du jour, et on ne le revit plus jamais. Il se réfugia dans une autre partie de l'Allemagne, avec la ferme intention de ne plus écrire d'histoire. Jusqu'au jour où il découvrit qu'il pouvait gagner beaucoup d'argent en écrivant des discours pour les politiciens. Quant au docteur Calménius, qui peut dire ce qu'il était devenu? Après tout, il n'était rien d'autre qu'un personnage dans une histoire. Et si Gretel en savait plus que quiconque, elle n'en soufflait mot. Elle avait donné son cœur au prince, et elle l'avait donné pour de bon. Grâce à elle, l'automate avait pu se transformer en petit garçon. Et tous deux vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour.